Bonjour Anne Lauvergeon. Bonjour. Vous avez été la Sherpa, comme on dit, chargée des affaires internationales pour François Mitterrand. Vous avez fondé, dirigé Areva. Vous êtes aujourd'hui la présidente du conseil de surveillance du journal Libération. Vous avez été classée comme l'une des femmes les plus puissantes du monde. Aujourd'hui, vous vous occupez d'un fonds P2I qui est donc en charge de la réinsertion. On va en parler. Mais d'abord, votre livre. C'est un livre qui a fait véritablement trembler la République, La femme qui résiste, donc publié chez Plomb. À tel point d'ailleurs que vous avez été, dites-vous, espionnée avant la sortie du livre. Et vous avez d'ailleurs déposé plainte pour ça. J'ai été espionnée à plusieurs reprises, avec des preuves à chaque fois. Et effectivement, nous avons découvert de très nombreuses intrusions sur le système informatique de la maison. Pour les spécialistes, je dirais, plus de 5000 par jour. Ce qui ne correspond pas vraiment... Qui était derrière cet espionnage, selon je ne sais pas, mais quand on remonte dans les différents serveurs, c'est un peu partout dans le monde. Donc c'est l'affaire de... ce sont des professionnels qui sont derrière. Alors évidemment, vous dites, dans ce livre, vous dénoncez un clan autour du président de la République, Nicolas Sarkozy. Vous citez un certain nombre de personnes. Vous dites c'est un clan qui a essayé de s'approprier notamment le nucléaire à travers Areva. Oh, pas pour... je centralise pas sur moi. Le sujet était beaucoup plus simple. Il y avait une nouvelle thèse. Le nucléaire, c'était une formidable opportunité pour des exportations qui intéressaient effectivement beaucoup de gens. Avec l'idée simple, on allait faire du nucléaire bas de gamme. Alors effectivement, ça s'est arrêté à Fukushima, Dieu merci. Donc moi, je me suis toujours battue contre cette idée. Et puis on allait faire du nucléaire pour n'importe qui, y compris, notamment, par exemple, le colonel Kadhafi. On vous a demandé de vendre des centrales nucléaires à Kadhafi. L'État vous le demandait et vous y êtes opposé. Oui, on était à front renversé. Normalement, un chef d'entreprise, il est prêt, il est mercantile, il est prêt à vendre n'importe quoi à n'importe qui. Et son gouvernement doit l'en empêcher. C'est Nicolas Sarkozy qui vous le demandait. Là, on était en sens inverse. L'Élysée, oui, bien sûr. Et nous a poussé jusque, d'ailleurs, à l'été 2010. Oui. Alors un jour, donc, on remonte dans le temps. Nicolas Sarkozy va donc vous virer de la présidence d'Areva par l'intermédiaire de François Fillon. Il ne va pas me reconduire. Voilà, je suis à la fin de mon mandat, de mon deuxième mandat. Et le sujet, c'est troisième mandat ou pas. Et effectivement, j'apprends 15 jours avant l'échéance que je ne serai pas reconduite. Et c'est François Fillon qui avait toujours soutenu, je dirais, les idées que nous défendions chez Areva, c'est-à-dire pas de nucléaire bas de gamme, pas le nucléaire pour n'importe qui. C'est lui qui, de manière très ironique, est chargé effectivement de m'annoncer la bonne nouvelle. Et évidemment, on va vous attaquer de toutes parts. On vous attaque sur le dossier Uramine, on vous attaque sur Partout. le PR, on dit que vous avez fait de mauvaises affaires. On vous espionne, vous le dites, y compris votre mari. Alors sur le PR, j'ai fait de mauvaises affaires, mais on nomme comme mon successeur celui qui était en charge, donc il y a quand même quelques contradictions. Et puis effectivement, on essaie tout pour me faire craquer, ce qui n'a pas marché, parce que je pense que je suis à la fois assez résiliente, et en même temps qu'ils avaient de très mauvais dossiers contre moi. On vous attaque aussi sur votre rémunération, 1,5 million d'indemnité de départ. Oui, j'avais droit à 2 ans d'indemnité de départ, après plus de 12 ans dans l'industrie nucléaire, après avoir fondé ce groupe, et aussi après avoir eu un salaire qui était nettement inférieur à ceux du CAC 40. On a vu la moyenne de ce matin qui était plus de 2 fois supérieure à ce que j'avais. Eh bien oui, on a tout fait pour effectivement que je ne puisse pas avoir ces indemnités de départ. Une petite parenthèse, vous êtes proche de François Hollande. Ce matin, Le Parisien raconte effectivement que si la mesure de François Hollande est appliquée, il ne peut pas y avoir de salaire de patron d'entreprise publique plus de 10 fois le plus bas salaire dans la même entreprise. Cela voudra dire, par exemple, une baisse de salaire pour Henri Proglio de l'ordre de 70%. Vous trouvez que c'est normal ? Moi, je trouve qu'on est dans une période un peu exceptionnelle et qu'il faut que les plus hautes rémunérations fassent des efforts. Alors, ils peuvent être conjoncturels, je ne sais pas ce qu'il en sera, mais moi, ça ne me choque pas outre mesure. De toute façon, je n'ai jamais rien fait, moi, je dirais, pour l'argent. C'est pas ça mon moteur dans la vie, sinon je n'aurais pas été à la tête d'une entreprise à majorité publique. C'est-à-dire que donc, aujourd'hui, le patron d'EDF, quel qu'il soit demain, devra accepter ces règles et vous paraissent normales. Je vous dis, de toute façon, c'est l'actionnaire majoritaire qui fixe les règles. Soit les gens sont d'accord, soit ils ne sont pas d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à aller faire autre chose. Oui. Et quand vous entendez aussi, notamment dans la presse anglaise, qu'un certain nombre de grosses fortunes peut-être vont aller s'installer à Londres, et les Anglais s'en félicitent d'ailleurs en disant « bienvenue les riches ». Ça, c'est une politique britannique qui dure depuis un certain temps. Bienvenue aux Russes, bienvenue à... Écoutez, ça, chacun doit se regarder, je dirais, dans un miroir en tant que citoyen.
On ne peut pas être citoyen français et en avoir beaucoup d'avantages sans avoir parfois aussi quelques efforts à faire. Aujourd'hui, vous demandez à travers ce livre une autre rigueur de l'État, un suivi de l'État différent. Je demande un État stratège. Oui. Nous sommes dans une compétition internationale extrêmement forte. Nous sommes en phase d'État stratège. La Chine est un État stratège, les pays du Moyen-Orient sont stratèges, les États-Unis, dans notre genre, sont aussi stratèges. Nous, en France, on l'a été pendant 40 ans. C'est ça qui nous a permis d'avoir ces formidables entreprises que sont Airbus, d'avoir le spatial, d'avoir les télécoms, d'avoir le nucléaire. Et puis, ces dernières années, dans un espèce de zapping permanent, d'effet d'annonce, on a perdu le sens de cet État stratège. Et il faut le retrouver. Il va y avoir un changement, notamment sur le nucléaire. Hier, les écologistes ont voté en faveur de la possibilité d'entrer au gouvernement. On sait bien qu'ils veulent la fin du nucléaire programmée dans le temps, les écologistes. Hein. Oui, ce n'est pas le programme de François Hollande qui a dit très clairement que dans son mandat, seule la centrale de Fessenheim serait concernée. Vous approuvez cette décision de fermer la centrale de Fessenheim uniquement pour les 5 ans qui viennent et puis aller au-delà après, éventuellement? J'ai toujours considéré que les industriels, et en particulier ce que j'ai été pendant très longtemps, industriel fournisseur, ne pouvaient pas interagir avec ou essayer d'influencer les décisions de l'État dans ce domaine. La politique énergétique, c'est l'affaire des Français. C'est à eux de décider. Ça n'est pas à quelques grands conglomérats industriels. Ah bon, encore sur la sécurité, on a vu Greenpeace qui a survolé des centrales, ou même se poser à l'intérieur de centrales il y a peu de temps. Le Canard enchaîné ce matin raconte une autre anecdote avec un petit avion qui a survolé tout près une centrale nucléaire. Il y a vraiment, malgré tout ce que disent les rapports, et d'ailleurs certains rapports étaient alarmants, notamment sur les risques d'attentats par des avions, il y a quand même un risque nucléaire. Oui, alors les centrales nucléaires sont faites pour résister à des avions ou à des deltaplanes. Ce n'est pas le sujet, c'est donc pas un risque réel. Mais ça a un effet effectivement symbolique. Bon, ça c'est un sujet de sécurité publique qui concerne l'État français, donc je sors un peu de mes compétences. Mais je dois dire qu'il faut que Greenpeace fasse très attention, parce qu'un jour ou l'autre, un militant risque d'y laisser la vie. Parce que comment on fait la différence entre un militant de Greenpeace et un potentiel terroriste ? Un jour ou l'autre, ça se terminera mal. Un mot, vous dites dans ce livre que lorsque vous avez rencontré Nicolas Sarkozy, vous lui avez dit alors il y a la loge P2 qui dirige, vous avez dit un certain nombre de gens qui dirigent la France, qui sont quelques amis, et il vous a dit, il ne vous l'a pas contredit, il vous a dit je peux même vous rajouter des noms. Oui, c'est ça. Vous dites aujourd'hui à François Hollande, vous lui dites qu'il faut changer ça, c'est-à-dire ces gens-là, il faut les écarter du pouvoir. Je pense qu'il y a effectivement il y a un petit peu de travail à faire pour retrouver un fonctionnement clair de nos institutions. Moi, dans mon livre, je suis entièrement factuel. J'ai dit les choses telles qu'elles étaient. Et pourquoi je les ai dites ? Parce que je pense que si les responsables ne disent rien, moi je me suis dit à un moment donné, mon silence finalement est complice. Si les responsables ne font pas leur travail, c'est le populisme qui va submerger tout. Donc il faut absolument qu'effectivement un certain nombre de choses soient dites et ensuite soit décidé. François Hollande aurait dit de vous qu'il vous voyez pas ministre, mais que vous êtes d'abord chef d'entreprise, donc vous êtes à sa disposition sur ce plan-là. Écoutez, je suis chef d'entreprise depuis plus de 15 ans, donc oui, c'est mon métier. Merci. Anne Lauvergeon, La femme qui résiste est publiée chez Plomb. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.